Merci d'être là, je suis ravi d'être ici. Je me présente, je m'appelle Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de Trimoji. On a un petit stand là qui est juste là. On est l'assistant intelligent pour les recrutements et la mobilité interne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mobilité interne et de l'importance des soft skills dans le recrutement et dans la mobilité. Donc petit sondage, je vois que vous êtes un petit peu nombreux, donc on va faire un petit truc. Qui pense aujourd'hui, en levant la main, que recruter c'est difficile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, d'accord, très bien, surtout en ce moment. Qui pense que le marché des candidats est pénurique? Ok, ça se lève, très bien. Gardez la main levée, ceux qui pensent que le marché des candidats est pénurique. Ok, on a à peu près la moitié. Et maintenant, qui pense que le diplôme détermine le succès dans un job? Que ça détermine le succès dans un métier? Il n'y a aucune main qui se lève. Aucune. Ok. Donc maintenant, dernière question. Qui pense que la personnalité et que les soft skills déterminent le succès dans un métier? Ah, et les mains se relèvent. Super, génial. Excellent. Alors, là, ce qu'on vient de démontrer, c'est quoi? C'est que c'est pas le marché des candidats qui est limité, c'est notre vision de ce qu'est un talent qui est limité. Et donc, du coup, si on ouvre un peu nos chakras, on peut aller chercher des candidats, on peut changer les choses. Et comment on peut changer les choses? Grâce à des données objectives sur des choses qui sont aujourd'hui qui sont un petit peu compliquées à aller cerner chez les candidats. Hein, ces fameuses soft skills, ces fameuses compétences comportementales. Je vais vous raconter une petite histoire. Greg, il est passé de comptable à commercial dans une entreprise dans la vallée du Rhône qui bossait dans l'électronique. En fait, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a cartographié toutes les personnalités chez cette société. Et on s'est aperçu, en fait, que, en rajoutant les types de postes en fonction de chaque personnalité, que Greg, il avait une personnalité qui était très proche des meilleurs commerciaux de la boîte. Du coup, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Avec la RH qui était plutôt OK, on s'est dit, est-ce qu'on peut tenter peut-être un essai d'aller voir Greg et lui proposer potentiellement, si ça l'intéresse, de faire le job de commercial. La première réaction de Greg, ça a été une réaction d'illégitimité. Il ne s'en sentait pas légitime. C'est-à-dire qu'on lui a proposé, il a dit bah oui, ça m'intéresse, mais j'ai pas le diplôme. Je n'ai pas fait l'école de commerce. Ça, c'est ta première réaction. Donc les gens, même s'ils ont le potentiel déjà, s'ils n'ont pas fait cette carrière ou ce diplôme, ou qu'ils ne sont pas bossés dans ce secteur, ils ne s'en sentent pas légitimes. Ça, c'est un vrai effet. L'effet de l'imposteur. On lui a dit, c'est pas grave Greg, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre, on va essayer pendant 3 mois, et puis si ça le fait, on pourrait peut-être envisager ça à plus long terme. En contrepartie, si ça fonctionne, ce qu'on te demande en contrepartie, c'est de te rendre disponible pour le comptable junior qui va te remplacer. Pendant la durée où en fait toi, tu vas évoluer, tu vas changer de métier. Donc du coup, la contrepartie, c'est qu'on te permet d'évoluer dans la boîte, on va t'accompagner là-dedans, mais en contrepartie, tu te rends disponible pour le junior qui va venir après. Ok, ça marche. En 3 mois, il a atteint les objectifs d'un commercial intermédiaire, entre le junior et le senior, le confirmé quoi. Qu'est-ce que ça montre? Greg, il connaissait les collègues, il connaissait la culture de la boîte, il connaissait les produits, il connaissait toute l'histoire, etc., etc. Ça faisait 5 ans qu'il bossait dans la boîte. Il a juste eu à apprendre un pitch et se servir du CRM des commerciaux. Il a été opérationnel hyper rapidement et en plus, il s'est rendu disponible pour le comptable qui est venu après et qui a permis en plus de prendre un comptable plus junior, donc qui coûtait moins cher, et Greg se rend disponible pendant plus d'1 an pour pouvoir l'accompagner à monter en compétences. Donc au final, au lieu de perdre Greg au bout d'un certain temps, j'ai pourvu 2 postes pour beaucoup moins. La conclusion avec ça, c'est qu'on a tous des talents naturels. Et je vais raconter maintenant 3... Oh, vous allez le comprendre, j'aime beaucoup les histoires pour expliquer les choses. La première histoire, c'est Billy Beane. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme-là? Non? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film Le Stratège au Moneyball avec Brad Pitt sur le baseball? Quelqu'un? 1, 2, 3, 4, ok. Ouais, aussi? Ok. C'est une vraie histoire. C'est pas l'homme qui a inventé les statistiques dans le sport, mais c'est quelqu'un qui en a fait un truc incroyable. Dans les années 2000, Billy Beane, c'était le coach et sélectionneur des Athletic Auckland. C'était une équipe, on va dire, de dernière division dans la ligue majeure américaine, en baseball. Et en fait, en 2000, il s'est dit, j'ai pas de budget, et du coup, je peux pas me payer les meilleurs joueurs.
Il y avait une règle simple à l'époque, c'était ceux qui avaient le budget, ils pouvaient s'acheter les meilleurs joueurs et gagner le championnat, et gagner l'argent du championnat, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux pour eux et un cercle vicieux pour les autres. Et là, ce qu'il s'est dit, c'est dit, bon, dos au mur, je retourne la table, je vais trouver quelque chose. Donc il s'est dit, ben, je vais prendre des stagiaires. Dans le film, c'est une seule personne qui fait ça, c'est Jonah Hill. Mais dans la vérité, il y avait 3 stagiaires. Il a dit, voyez, il y a une pile de cassettes, là, c'est toutes les dernières saisons, les 5 dernières années. Vous avez tout regardé en VHS, pour ceux qui se rappellent ce que c'est. Pour les digital natives, les VHS, vous ne connaissez pas. Mais vous allez regarder tout ça, et dans un énorme tableau Excel, vous allez me dire qui a rattrapé la balle, qui a bien tapé, qui a fait home run, qui a atteint telle base, etc., etc., pour chacun des joueurs que vous allez visionner sur les cassettes. On met ça dans un énorme tableau Excel, et sur la dernière colonne, on va mettre le prix des joueurs. On classe par le prix des joueurs, tous ceux qu'on ne peut pas se payer, hop là, ça part. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Et comment composer un collectif avec ça? Il a pris du coup les compétences et il a essayé de créer un collectif homogène. Il s'est dit, bah voilà, il faut quelqu'un qui soit bon à la batte, quelqu'un qui soit bon à la course, quelqu'un qui soit bon au receveur, etc., etc. Il a composé son collectif comme ça. Bon, en réalité, il a gagné 24, cette année-là, hein, il a gagné 24 matchs d'affilée avec une équipe composée de joueurs à la retraite, des joueurs déclassés et des joueurs dont personne ne voulait. Il a battu les Giants, il a battu les Yankees, il a dépassé le record du monde des matchs d'affilée. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est que connaître les points forts de chacun de ces joueurs, ça permet de composer un collectif extraordinaire. Et que c'est la clé, en fait, de mesurer. La deuxième histoire, c'est Rafael Nadal. Tout le monde voit qui c'est? C'est bon? Là, ce coup-ci, c'est bon. Rafael Nadal, alors c'est plus actuel, hein, il a gagné 14 fois maintenant Roland Garros. Il faudrait que je mette à jour mes slides. Et il a un point fort, c'est son coup droit. Ça, c'est indéniable. Mais des patates à plus de 150 km/h, il est super fort là-dessus. Et en fait, son coach à l'époque, quand il l'a découvert, il a vu que c'était le point fort de Nadal. D'accord? Mais son revers n'était pas terrible. Et son coach à l'époque, il lui a dit, on va faire un truc. Tu vas me faire une promesse. C'est que là, tu vas travailler uniquement tes déplacements pour faire en sorte que toutes les balles qui t'arrivent en face, tu puisses les prendre sur ton coup droit. Tu t'occupes pas de faire des revers. Si tu l'envoies sur la droite, tu te décales et tu la tapes sur ton coup droit. Grâce à cette technique, il est arrivé dans les 100 premiers joueurs mondiaux. Et ensuite, quand il ne pouvait pas aller au-delà de ses capacités de déplacement et de coup droit, là, il a dit, là, tu commences à bosser ton revers. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Qu'il vaut mieux travailler d'abord ses points forts, parce que c'est plus facile de se réveiller le matin et de se dire, je vais être meilleur dans quelque chose dont je suis déjà bon à la base, plutôt que de travailler d'abord ses points faibles et de se dire, je vais être moyen partout. Donc, travailler ses points forts pour être parmi les meilleurs, et ensuite travailler ses faiblesses pour être le meilleur. Troisième et dernière histoire, et après, je vous fais une petite synthèse. Ça résume bien en fait les 2 premières histoires. Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France de handball français, il a réussi aussi un exploit, c'est qu'il a emmené son équipe à 10 finales. 10, il en a gagné 9. Pas mal comme ratio quand même. Hein? Considéré comme l'un des coachs les plus inspirants et les plus performants de sa génération, il a une méthode, c'est qu'il n'engage pas les 16 meilleurs, il engage les 16 qui ensemble atteindront la victoire. Et sa méthodologie, c'est d'identifier les points forts et les points faibles de chacun de ses joueurs et de placer les joueurs sur le terrain en fonction de leurs points forts uniquement, et les points faibles des autres seront automatiquement compensés. Donc, si on résume ces 3 histoires, clé numéro 1, mesurer. Et si on fait un parallèle avec le monde du travail, qu'est-ce qu'il y a comme compétences qui sont plus pérennes que les compétences techniques? Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de ses études, et ben, quelques années après, ses compétences techniques, elles sont déjà obsolètes. On est d'accord avec ça? Les compétences techniques évoluent. ChatGPT, par exemple. Voilà. Ça peut mettre... Il y a quelque chose qui est plus pérenne que les compétences techniques, c'est qui on est. Alors, bien évidemment, on n'est pas la même personne au départ de sa vie qu'à la fin de sa vie. On va évoluer. Mais c'est moins fluctuant que des compétences techniques. Globalement, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'après 25 ans, statistiquement, la personnalité se cristallise, se fige. On est qui on est. Et ensuite, il y a certains éléments, qui sont au nombre de 5, qui vont aller
modifier certains traits de personnalité. Un mariage, un divorce, un décès, une naissance, un changement de situation professionnelle, un changement de situation géographique, de pays, etc. Ça peut avoir des influences. Pas sur toute la personnalité, mais sur un critère ou un autre, à la hausse ou à la baisse. Mais globalement, c'est assez stable. 2, apprendre. Dans une entreprise, on a plein de ressources qu'on n'exploite pas. Des entretiens individuels, des sondages, des 360, plein de trucs. Si on peut coordonner toutes ces infos de performance objective, on sait si un collaborateur il a atteint ses objectifs, on sait si un collaborateur il est plutôt au-dessus, en dessous de la moyenne, etc. Si on arrive à corréler ces datas avec la personnalité, on a une cartographie en fait de son entreprise qui permet ensuite de quoi? Prendre des décisions. On prend des décisions avec ça. On prend des décisions de recrutement. Et qu'est-ce que c'est la mobilité interne? C'est du recrutement interne. Donc au final, c'est du recrutement général. On recrute en interne, on recrute en externe. Je fais un petit rappel sur les 4 leviers d'attraction des collaborateurs. Levier numéro 1, alors ça, on a interviewé beaucoup de gens pour ça, et on a mixé plusieurs études. 1, le salaire. Si vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui ne peut pas payer son loyer, bah, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, la meilleure équipe, le meilleur management, etc., la meilleure vision, etc. T'es gentil, mais je ne vais pas bosser chez toi. Numéro 2, c'est l'apprentissage. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment apprendre, ils aiment évoluer. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que ça cache derrière? Ils aiment en fait être meilleurs pour être plus marketable, pour se dire, si demain je fais un autre job dans une autre boîte, quelles compétences je peux exploiter pour pouvoir revaloriser mon salaire? Truc numéro 1. C'est-à-dire quelles compétences je peux acquérir dans cette boîte pour me permettre de mettre des choses dans mon CV qui me permettront peut-être de faire autre chose dans un autre secteur, dans un autre job. Donc l'apprentissage est hyper important. Donc si vous gardez en tête l'apprentissage, donc le learning qui est juste à côté, c'est pas pour rien qu'on est sur le même salon entre HR Technologies et learning, c'est que c'est un facteur très important aussi de rétention et d'attractivité des gens. Chez nous, tu commences là, tu vas finir là. L'environnement. Alors d'environnement, il y a plusieurs critères. L'environnement, il y a numéro 1, alors ça c'est depuis le Covid, c'est le télétravail. Est-ce que vous avez du télétravail ou pas? Numéro 2, ça va être la situation géographique par rapport à son domicile, des locaux, des bureaux par rapport à son domicile. Le numéro 3, ça va être la relation avec le manager, si ça se passe bien ou pas. Et le numéro 4, dans l'environnement, ça va être les relations avec les collègues. Et ensuite le dernier, le sens. Le sens du travail. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que je suis un rouage de quelque chose qui fonctionne et qui me porte, sur lequel je suis fier? Et quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je suis content de dire que je fais ça. Je vous ai mis un petit graphique comme ça pour que vous l'ayez en tête, mais en gros, globalement, il y a toujours une notion d'argent et de temps quand vous recrutez. Et en fonction de votre budget, en fonction du temps que vous avez devant vous, bah, les décisions, c'est pas les mêmes. Et donc du coup, forcément, vous allez devoir faire des choix entre la formation, le recrutement, privilégier la compétence, privilégier la personnalité, etc., etc. Moralité, je pense que vous pouvez trouver votre Greg en interne et aussi en externe. Donc si vous faites un petit peu plus attention aux soft skills, eh ben, je pense que ça peut vous porter. C'est-à-dire que vous mappez une entreprise, vous corrélez des datas objectives de performance à ces personnalités, vous entraînez votre machine et ensuite vous pouvez décider. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va rentrer, qui va dire voilà, je veux changer de carrière, je veux évoluer professionnellement ou je veux peut-être quitter la boîte. Et à ce moment-là, vous pouvez la rattraper, vous pouvez lui dire bah, attends, plutôt que de faire autre chose à l'extérieur, fais autre chose chez moi. Viens, on va trouver ensemble. Plutôt que de te donner 400 types de postes si je suis une grande entreprise, te disant bah tiens, réfléchis pendant 1 mois et demi dessus et que la personne elle ouvre, elle te dise mais je pourrais jamais faire tout ça, bah là vous arrivez avec un système en disant voici 5 postes dans lesquels tu pourrais être performant chez moi, je le sais, dans lesquels tu pourrais t'éclater aussi je pense, je te fais une shortlist. Réfléchis sur le week-end là-dessus, reviens vers moi lundi, on va voir ensemble si je peux t'accompagner. Alors passer de comptable à commercial, facile. Parce que c'est plus d'intuité personnelle, il y a juste un CRM. Passer de commercial à comptable, un peu plus compliqué. Il y a de la formation, il y a un diplôme, il y a quand même des compétences techniques plus importantes à avoir.
Mais si vous êtes dans une structure qui permet d'accompagner ses collaborateurs sur la formation, par exemple sur ses diplômes, certifiantes, etc., vous pouvez demander une contrepartie à votre collaborateur. Et cette contrepartie qu'on a demandé à Greg, il était heureux de le faire, de se rendre disponible pour pouvoir accompagner un junior. Donc au final, l'argent que vous allez payer pour payer le diplôme de cette personne pour la faire monter en compétence dans votre entreprise, c'est de l'argent que vous gagnez parce que vous allez pouvoir prendre un junior pour remplacer cette personne et il va se rendre disponible, il va donner de son temps pour la faire monter en compétence. Je m'arrête là. J'espère que je vous ai donné assez de matière pour réfléchir. Donc, je résume. Découvrez le potentiel en soft skills en moins de 15 minutes. Ça, c'est grâce à notre outil aujourd'hui. On est capable d'avoir une super expérience candidat, très fluide, très rapide. Nos 3 valeurs, rapide, complet et ludique. Il faut que ça soit fun, il faut que ça soit une expérience candidat, une expérience collaborateur qui soit super rapide, sur mobile, sur PC, peu importe. Que ça soit graphique, qu'on puisse comprendre tout de suite, qu'on puisse dire avec quoi on est d'accord ou pas d'accord directement sur l'analyse. Et ensuite que la data structurée, objective, soit visible et compréhensible par n'importe qui. Et qu'on puisse utiliser l'outil très rapidement, très simplement et de manière complète. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à très bientôt.